Bonjour à tous, à vous trois surtout, parce que le reste c'est SPX, voilà. Donc bonjour mes collègues et bonjour à vous trois. Donc nous on est fabricants, hein, on s'appelle SPX Lighting, on est fabricants, mais on n'est pas là pour faire du prosélytisme de notre marque là maintenant tout de suite. On est juste là pour débriefer un peu, essayer de vous faire donner des indices, des pistes pour les bons choix des appareils que vous pouvez essayer de trouver en fonction de vos marchés. C'est jamais évident de faire un choix sur un appareil quelconque en fonction de vos espaces, en fonction de vos expositions, en fonction de vos budgets. Donc on va essayer d'être le plus ludique possible, le plus résumé au maximum ce qu'on est capable de vous donner comme information pour vous guider au mieux. Il y a pas grand chose, il y a quelques petites pistes de temps en temps, des questions à poser qui sont très simples pour savoir si c'est le bon produit qu'il vous faut. Donc on va essayer de vous aider. C'est des choses qui marchent aussi bien pour SPX, mais ce qui marche pour toutes les autres marques. Donc après, je vous encouragerai à aller faire le tour justement au CITEM cette année. Il y a quand même pas mal de stands et malgré tout, beaucoup de fabricants de projecteurs ou d'assembleurs de projecteurs, ça dépend. La nuance est toujours un petit peu mince. Après cette petite conférence de pas très longtemps, je vous encouragerai, si vous n'avez pas encore fait le tour des fabricants ou des assembleurs qui existent là, une fois que vous aurez les pistes, vous pourrez poser les bonnes questions. Voilà. On va commencer avec une photo extrêmement basique. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, les projecteurs halogènes, là c'est un cadreur à gauche, cadreur halogène se présentait de cette manière-là. Donc c'était extrêmement simple, hein. C'était une carcasse, une lampe dichroïque, deux lentilles devant, et puis voilà, vous changiez la lampe quand elle ne marchait plus, vous changiez le transformateur quand il ne marchait plus, et puis ça repartait. Maintenant, on est plus dans des configurations comme celui-ci, où on est avec une LED intégrée à l'intérieur. Donc c'est un chip LED. Hein. Luc vous expliquera tout à l'heure à quoi ça ressemble. Donc c'est pas du tout la même manière de fabriquer. On peut plus fabriquer des projecteurs comme on peut plus fabriquer maintenant des projecteurs comme ça dans les mêmes conditions. C'est pas possible. Il y a des normes à respecter. Il y a des choses très simples, mais pour les fabricants, un fabricant ne peut pas s'improviser fabricant de projecteurs LED pour fabriquer ce type de projecteur avec un chip LED, avec des conditions qui vont faire que votre investissement va durer dans le temps. Voilà, parce que souvent, les investissements sont lourds et il faut faire le bon choix. On va en reparler un petit peu plus juste après. Là, on va faire un petit comparatif entre les sources halogènes et les sources LED. Vous m'entendez tous, au fait? Ça sert à quelque chose, le micro, je pense. Non? Si, c'est mieux le micro? Allez. Donc je prends le micro. Donc là, on va faire un petit comparatif entre les anciennes sources halogènes et puis les LED derrière. Donc les lampes dichroïques, là, enfin les lampes halogènes, j'en ai mis qu'un seul modèle. Évidemment, il y en avait une infinité. Certaines sont d'ailleurs interdites à la vente à la fabrication et à la vente depuis un petit moment. Celles-ci subsistent encore. On en trouve encore sur le marché. L'intérêt de ces sources, évidemment, c'était le coût de ces lampes qui était vraiment ridicule, et puis le rendu de couleur de ces sources, l'halogène faisant partie des lampes à incandescence qui avaient les meilleurs IRC. Inconvénient, par contre, ça a dégagé beaucoup de chaleur pour le courant consommé, c'est-à-dire en gros 90%, si ce n'est plus, pour 10% de lumière seulement. Une durée de vie de 4000 heures dans les meilleurs cas. Puisque si on prenait chez General Electric ou Osram, on arrivait encore à ces lampes-là, enfin ces durées de vie. Pour autant, la plupart de ce qu'on peut trouver et encore trouver aujourd'hui, on était plutôt dans les 1000 heures ou 2000 heures au maximum. La disponibilité commence à poser des problèmes pour un certain nombre de musées. On a des opportunistes qui ont fait du stock. Ils sont peut-être au bout de leur réserve d'ailleurs. Évidemment, la lampe halogène, c'est un filament, donc supportait mal les vibrations, les surtensions, les régimes élevés de fonctionnement et l'allumage et extinction. Plus on s'amusait à les allumer éteindre, plus évidemment ces lampes dégagées, c'est le même résultat qu'on avait sur les lampes de voiture d'ailleurs.
La réglementation, il y a deux textes en fait qui parlent, un d'économie d'énergie et l'autre de la réduction des substances dangereuses. Ça découle sur le fait que les lampes G9, enfin ce sont des culots G4, G9, G635, c'est-à-dire en fait en gros toutes les lampes cacahuètes avec 2 clous seront interdits l'année prochaine. Et les lampes TBT à réflecteur devront, donc c'est les lampes dichroïques, c'est la photo qu'on a vue juste auparavant, elles seront acceptées encore en production pour peu qu'elles durent encore 4000 heures, ce qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Philips, il y en a encore une, je crois, qui a une durée de vie de 2000 heures, mais bon, Philips, c'est pas européen, ils vendent ça dans le monde entier. Et quant à Osram, l'allemand, il a arrêté la production de ces lampes-là. Donc je pense que les fabricants vont être plus rapides que la législation sur le sujet. En fait, pour résumer, il y a, à partir de 2023, ceux qui n'ont pas fait de stock de lampes pour durer encore quelques mois ou quelques années, de toute façon, seront obligés de passer à la LED. Avant, c'était un choix. Maintenant, c'est une obligation parce que vous n'aurez pas le choix de. Ça sera la LED ou la LED, même si vous n'êtes pas pour. Enfin, voilà, vous n'aurez pas le choix. Donc voilà, nous on essaie d'alerter au maximum parce que c'est des gros investissements de temps en temps quand vous y prenez pas assez à l'avance. Ça peut être des grosses sommes engagées si c'est pas fait par tranche sur du long terme. Alors ça dépend de la taille de vos espaces, mais ça peut être des coûts importants. Donc de toute façon, à partir de l'année prochaine, n'importe qui, vous n'aurez plus le choix, ça sera la LED ou ça, ou que la LED. Voilà. Il y a des palliatifs, on va dire, une sorte de sparadrap pour essayer de pousser les appareils un peu plus loin. Dans les cadreurs halogènes, on trouve maintenant on peut y mettre des sources, des lampes MR16 mais à LED. Inconvénient de la solution, c'est qu'elles sont pas. L'angle de diffusion de ces lampes-là n'est pas celui qui était préconisé en halogène, à 24 degrés en gros. Et donc, du coup, le résultat lumineux derrière est pas terrible. D'autant plus qu'on enferme ces lampes-là dans une carcasse. Elles sont prévues aujourd'hui toutes quasiment avec des petits radiateurs pour fonctionner avec une convection. Bon, dans la boîte, inutile de vous dire que ça chauffe sérieusement et que ces lampes ne vont pas durer très très longtemps, en plus de la dérive chromatique qui va se créer. Il y a aussi des confrères qui ont développé des petits modules à intégrer dedans. Il y a Big Bang qui en a un qui est comment il s'appelle le mutant. Le mutant, voilà, une sorte de moteur LED qui se met à l'intérieur. Bon. Et dis que c'est bien parce que derrière ils t'entendent. Hein. Ah mais oui, c'est vrai. Ouais, fais gaffe. Donc c'est un module, bon voilà, ça fonctionne. Exceptionnel, tout à fait. Et puis après, il y a d'autres solutions où ce sont des luminaires LED carrément, donc dans lesquels la source est accrochée à un radiateur beaucoup plus conséquent ou pas, enfin ça dépend des fabricants. Et donc du coup, on va essayer de continuer. Voilà, pour ce qui est des LED, avantage et inconvénient évidemment par rapport à l'halogène, les dernières générations de LED ont des indices de rendu et couleur élevés. Il y a évidemment toute une panoplie de températures de couleurs. Cette fois-ci, on peut s'amuser réellement à choisir des sources ou des LED plutôt dans les appareils avec différentes colorations. Les LED sont de petite taille. Bon, là, ça ne change pas grand-chose pour le coup. Le luminaire il est toujours aussi imposant. Hop, je suis passé trop vite. La LED, ça résiste au choc, contrairement au filament. Durée de vie importante et un rendement électrique meilleur, puisque pour en gros 60% d'énergie consommée, on produit 40% de lumière. Inconvénient, les usines ne sont pas en Europe. Les wafers, je vous en parlerai tout à l'heure, enfin le chip LED est fabriqué aux États-Unis. Après, ça part en Asie pour être assemblé dans des blocs, dans des boîtiers pour fabriquer des LED. Donc l'empreinte carbone du composant n'est pas terrible, mais on n'a pas le choix. Il n'y a personne en France ni en Europe qui a d'usine ici pour fabriquer des LED. Quoi que disent les gens, ça n'existe pas. Mise en œuvre plus coûteuse. C'est vrai qu'une lampe halogène, bon, on a vu ce que c'était, carcasse, une douille, ça démarre. Là, c'est un peu plus compliqué. On a pas mal de paramètres à prendre en compte, notamment la thermique sur les LED. Enfin, la sélection des appareils adaptés aux besoins. Ce que j'entends par là, c'est en fait, il faut essayer de prendre les produits qui correspondent au marché sur lequel vous allez travailler. N'allez pas prendre, par exemple, des luminaires qui sont destinés aux magasins pour aller éclairer un musée.
Le résultat lumineux au départ, forcément, ça éclaire. Un spot LED, c'est un spot LED, sauf que dans le premier cas, dans les magasins, on change les luminaires tous les 3-4 ans, voire 5 ans. Donc du coup, on ne demande pas la même chose à un luminaire LED qui a été destiné au magasin. On va lui demander d'éclairer fort, donc on va bien booster la LED. Bon, ça dérivera, mais ce n'est pas trop un problème dans les magasins. Et puis, surtout, on va demander d'être pas très cher. Donc, on va limiter au maximum tout ce qui est usinage et fabrication coûteuse sur un luminaire. On va aller au plus juste, au plus simple plutôt. Donc, du coup, on a des appareils qui vont chauffer, dériver, ne pas aller très loin dans le temps, mais ce n'est pas grave. Ils sont faits comme ça pour un marché. Alors, évidemment, si on met ça dans un musée, on va acheter pas cher, mais on va devoir acheter à plusieurs reprises sur des périodes plus courtes. En fait, les cahiers des charges qui sont faits pour un fabricant qui fait du projecteur même de très bonne qualité pour de la boutique, il est fait pour, comme disait Luc, pour que ça dure 4-5 ans maximum. Pour un fabricant de projecteurs LED, SPX ou d'autres que vous retrouvez ici, vous allez voir chez Airco, qui est à peu près la même politique que nous par rapport à ça, c'est que les cahiers des charges sont faits pour que ça dure 10, 15, voire bien plus longtemps que ça. Voilà, c'est vraiment l'intérêt de travailler avec un vrai spécialiste. Quand vous faites de la boutique, vous achetez un projecteur qui fait de la boutique. Quand vous avez un musée ou une salle d'expo, vous allez acheter chez un fabricant de projecteurs muséaux. Voilà. Vous pouvez vous amuser à faire quelques passerelles, mais ça marchera un temps, mais pas longtemps. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en même temps. On peut très bien s'arrêter, répondre à une précision, de façon à ne pas oublier les choses. Là, je vous ai mis ces slides pour vous montrer ce que c'est en fait et d'où on part. Une LED, c'est fabriqué avec des semi-conducteurs qui sont à base de silicium. Silicium, c'est ce matériau qu'on voit là-haut. Donc, l'origine, c'est le sable. C'est une matière qui est visiblement fragile, puisqu'on peut la casser à la main, cette pierre. Donc, on va fabriquer des gros cristaux, des gros barreaux, je veux dire plutôt, énormes, de 30 cm de diamètre, et qu'on va aller couper avec un système assez archaïque, avec une sorte de fil qui va faire des tronçons des lames de ce cristal pour fabriquer les wafers qu'on voit à côté, les galettes de silicium. C'est en dopant ce silicium, c'est-à-dire en y intégrant d'autres molécules, qu'on va pouvoir créer ces fameux semi-conducteurs qui vont être dopés positivement pour l'un et négativement pour l'autre. Semi-conducteur, ça veut dire que le courant ne passe pas à travers directement, c'est isolant ou pas, en fonction de la situation et surtout du courant qui va passer dedans. Je crois qu'à le slide d'après, déjà, l'usine, on est dans des salles blanches, très haut niveau de sécurité électronique, donc c'est pas du tout ce qu'on fabriquait. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter les usines LED, des usines de fabrication de lampes. C'était plus de la forge qu'autre chose, avec beaucoup de poussière. Donc on retrouve ces semi-conducteurs, par exemple le chip LED, c'est la partie lumineuse de la LED. On retrouve donc la plaque bleue qui est en haut et puis avec celle qui est en dessous. Le passage de courant entre ces deux semi-conducteurs va générer des transferts d'électrons d'un matériau à l'autre. Donc on voit semi-conducteur P et N. Donc celui-ci est positif, négatif. Le fait de passer un courant à l'intérieur va faire transiter des électrons qui, quand ils reviennent à l'état stable, vont générer un photon et de la chaleur. Donc c'est pour ça que c'est monté sur un substrat qui va capter la chaleur et pour la dissiper. La lumière qui est émise là, c'est soit du ultraviolet, soit du bleu. On va transformer ce rayonnement monochromatique avec une résine qu'on va positionner sur les chips pour le transformer en rayonnement visible. Donc ça s'appelle un luminophore. C'est un peu le principe de ce qu'on trouvait dans un tube fluo avec le revêtement phosphore à l'intérieur du tube et puis le rayonnement ultraviolet qui était à l'intérieur du luminaire. On retrouve en bas un peu toutes les familles qui ont existé, donc celles qui datent des années 60. Les premières LED qu'on trouvait sur les boutons de chaîne IFI, par exemple, avec les boutons. L'Oupi était spécialiste de ça, que vous retrouvez ici. Celle-ci. Il faisait ça il y a quelques années. Au tout départ, c'est vrai que quand on a commencé, on a vu, nous, des lampes fabriquées avec ce genre de petites LED 5 mm. Bon,
C'est du plastique, évidemment, on ne peut pas non plus leur demander grand-chose. Ça chauffe énormément, puis à un moment, ça finit par brûler, évidemment. Ça, c'était les premières LED de chez Luxéon, la Luxéon 1. La K2 qui était... c'est K2, hein, celle-là, hein, oui, c'est ça. Hein, qui a suivi quelques années après, suivi d'une autre. Cette fois-ci, là, c'est un multi-chip, c'est-à-dire une LED qui va être assez puissante, une dizaine de watts. Là, on retrouve des chips multicolores, donc on peut faire du RGBW avec des LED comme ça. Et puis la dernière génération qui est au bout là-bas, qui s'appelle des COB, donc des chips on board, c'est-à-dire que la partie émettrice de lumière est directement sur le substrat, elle est directement montée sur le circuit, c'est ça, sur l'aluminium. Contrairement aux autres blocs qui sont toujours... Vous voyez, là, le circuit aluminium, il est en dessous, là. On soude les pattes sur le circuit aluminium qui est en dessous, alors que là, on est directement, on a supprimé en fait toute cette partie-là qui pose problème thermiquement, puisque évidemment, quand une LED est allumée, elle chauffe. Des questions là-dessus? C'est clair ce que je dis? Oui, c'est bon. Donc ça, Olivier, je te redonne la main, si ce n'est que pour dire qu'on fabrique... Oui, alors, que je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que les projecteurs halogènes, ils étaient fabriqués d'une certaine manière. Tu disais tout à l'heure, les lampes, ça ressemblait un peu à des forges. Les fabrications de projecteurs halogènes, c'était simplement, comme je reprenais l'exemple de ça tout à l'heure, ça reste de la tôlerie, et puis dedans, on met une lampe et un transformateur. Donc il n'y a pas de normes particulières à respecter pour que le projecteur soit bien dur dans le temps et soit... Fonctionnel, exactement. Donc vous avez, quand vous tombez sur ce type bon, on a pris des exemples assez parlants d'ateliers où c'est pas comme ça qu'on aurait pu travailler comme ça avec de l'halogène, mais on peut plus travailler comme ça avec de la LED. On a travaillé par le futur, Oui. puisque ce luminaire, il a été fabriqué dans d'autres vies par le passé, Ouais. dans les sociétés dans lesquelles nous avons été, et il n'y avait pas de différence, de séparation entre les ateliers. C'est-à-dire, on produisait d'un côté, on assemblait de l'autre. Il n'y avait pas vraiment de distanciation entre les deux. Vous pouvez avoir quelqu'un qui tracte, qui coupe du métal, vous pouvez avoir de la poussière, de la limaille de fer, ce que vous voulez. Il n'y avait pas de séparation, et il n'y en avait pas besoin. Donc voilà. Donc c'est pour ça que les fabricants de projecteurs halogènes, une grosse partie, je dirais, pas tous, mais une partie, ont été obligés de basculer dans une ère un peu plus, on va dire, on n'est pas dans du laboratoire, là, on n'est plus dans la salle grise. Donc vous voyez la différence entre ce qu'on vous a montré auparavant et maintenant. Là, vous voyez vraiment le basculement entre de l'artisanat, je dirais, là, on n'est pas dans du labo, mais on s'en rapproche. C'est-à-dire que c'est de l'atmosphère contrôlée. Il n'y a pas de poussière. Les zones sont respectées. Il y a des gens qui peuvent rentrer d'autre part. Tout le monde a des blouses, des chaussures antistatiques. Voilà, ça marche chez nous, et chez Erco, chez d'autres. Voilà, c'est comme ça qu'on doit intégrer la LED actuellement. Si on intégrait, malheureusement ça existe encore, la LED, des projecteurs LED avec les conditions qu'on vous a montrées auparavant, nécessairement vous allez avoir des surprises. Voilà. C'est pour ça que on encourage vivement, quels que soient vos choix, quelles que soient vos envies, quelles que soient les marques qui vous intéressent, ils sont censés vous ouvrir leurs portes. Donc demandez, allez visiter les usines, hein, ça ne coûte rien, c'est un peu de temps, hein, ça dépend où c'est, mais ou se renseigner dans les conditions dans lesquelles c'est fabriqué. Voilà. Je pense que tous les fabricants, d'ailleurs, sont tout à fait enclins à vous emmener directement dans leurs usines. Il suffit de leur demander. Ils vous inviteront, c'est ça que je veux dire. Vous n'êtes pas obligé de vous payer le train, le machin. C'est eux qui se débrouilleront pour vous inviter là-bas. Il n'y a pas de souci. Pareil chez nous, si vous souhaitez visiter, avec grand plaisir. Le centre de la France. Centre de la France. Magnifique. Alors, donc on vient à ces fameux petits repères. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était effectivement d'acheter des luminaires adaptés au marché sur lequel vous êtes. Donc, si vous êtes dans les magasins, vous achetez des luminaires destinés aux magasins. Si vous êtes dans la muséographie ou dans les musées ou dans les expos dans lesquels vous avez besoin de matériel qui dure, en fait, il faut s'orienter plutôt vers les fabricants de luminaires muséographiques. Il y a plusieurs critères de choix, de repères à avoir en tête. Bon, on les a listés là, on va y revenir plus en détail dedans. Le tri des LED, on va parler des ellipses de macadam, ce qui remplace aujourd'hui les anciens binning des LED. La dissipation thermique, ça c'est au niveau des radiateurs des luminaires.
la dérive chromatique, la durabilité du coup et le rendu des couleurs avec les nouveaux systèmes de mesure. Auparavant, les fabricants de LED, pour que nous puissions les acheter, classaient leurs LED dans des cases qu'on appelait des bins. On en voit encore ici, c'était des cases comme ça. Donc il y en avait un certain nombre au-dessus, sur la courbe de Planck et au-dessus ou en dessous. En fonction des choix qu'on voulait avoir, qu'on voulait faire pour intégrer ces LED-là, on prenait la référence de la case qui nous intéressait. Bon, c'était bien. Les fabricants ne maîtrisaient pas trop leur production. Ils sortaient de production, ils les testaient, puis après, ils les rangeaient dans les cases. Bon, évidemment, ils se retrouvaient avec des lumières, des LED qui n'étaient pas forcément super intéressantes, qu'ils ont essayé de nous coller d'ailleurs en nous livrant des 4 cases et puis en nous disant non, non, si vous voulez celle-là, oui, mais vous achetez les 4 et puis vous débrouillez avec les 3 autres. Bon, aujourd'hui, ça s'est amélioré, notamment c'est Cree, je pense, qui a tiré tout ça un peu vers l'avant. En pouvant maintenant cibler des températures de couleur. Donc là, on voit des cibles. En fait, ils sont capables maintenant de dire je veux cette production, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Donc les températures de couleur. Ce que je ne vous ai pas dit là, c'est que ici, la ligne rouge, c'est la ligne qu'on retrouve ici. C'est la courbe de Planck, c'est-à-dire la représentation graphique d'un matériau qu'on a chauffé à différentes températures. C'est idéalement le corps noir, un corps théorique qui va, plus on va le chauffer, plus il va devenir bleu. C'est un peu ce qu'on trouve dans une forge quand on fait chauffer un matériau métallique dedans. Donc, les cibles en question, ce sont des ellipses. Elles vont correspondre en fait à la sensibilité de l'œil. C'est-à-dire qu'en fait, les fabricants vont rentrer leur production dans ces ellipses. Nous, fabricants, on va essayer de prendre ce qui nous intéresse là-dedans. Évidemment, plus le tri des LED, donc des LED qui vont tomber un peu partout dans ces ellipses, on va faire en sorte de prendre des ellipses de petite taille. Donc, on voit qu'elles sont notées de 1 à 7. Quand on est à 7, on voit de grosses disparités de teintes dans une même LED. Donc on peut avoir, si on a deux LED, 3 LED les unes à côté des autres, on voit des différences. Et plus on va réduire ce tri, plus l'œil ne fera plus, moins l'œil ne fera le distinguo entre les teintes. Et donc généralement, dans la muséographie, on essaye de travailler en dessous de 3 steps. Bon, il se trouve nous on travaille à 2, mais enfin il y en a qui sont, voilà, on travaille généralement en dessous de 3. Il faut avoir l'œil averti pour pouvoir faire le distinguo entre 2 projecteurs équipés comme ça. Il faut être sur un mur tout blanc et puis faire vraiment attention. 2 steps, on ne voit plus rien comme différence. Ce qu'on disait tout à l'heure sur les projecteurs de magasins, notamment, ça c'est des tri que les fabricants de projecteurs muséaux vont faire attention à s'intéresser à ce type d'informations. Dans les projecteurs de magasins, ils seront peut-être un petit peu moins regardants. Voilà. Ça reste dans le cahier des charges et c'est pas, si vous éclairez un magasin de vêtements, vous n'avez pas les mêmes critères qu'en muséo. C'est surtout que ça coûte cher. En fait, plus ces tris sont faits, enfin, plus les ellipses sont petites, plus les fabricants nous font payer cher les LED puisqu'ils sont obligés de les trier. Et donc, du coup, ça fait augmenter le coût, tout simplement, puisqu'on réduit le nombre de LED disponibles dans une petite zone. Clair pour vous ? Oui. Benoît, une question ? Benoît, une question ? Non. Non, tu as le droit. La gestion thermique. Donc, les LED, je vous ai dit tout à l'heure que ça chauffait. Une LED qui chauffe s'abîme. C'est pour cette raison qu'il faut tirer la chaleur qui est produite par la LED elle-même, de façon à ce qu'elle ne se détruise pas, tout simplement. Une LED qui chauffe, elle va perdre en rendement électrique, donc le flux lumineux va baisser. La durée de vie va baisser fortement également. Et puis, vous avez aussi un phénomène de dérive chromatique. Plus la LED chauffe, plus elle va dériver. C'est-à-dire qu'elle va changer de couleur, tout simplement. Je crois que c'est vous qui avez à Nieul-sur-Lotise, vous avez au plafond des lampes Sora, donc une marque de lampes LED de très bonne qualité, qui ont été installées dans des spots qui ne permettent plus la convection autour de la lampe avec le petit radiateur. Donc du coup, ces lampes ont chauffé sérieusement et la lumière est devenue orange directement. On voit plus de lumière blanche émise par la fameuse lampe. Donc ce que
On disait je reviens juste sur ce que tu disais juste avant. Là, on a la dernière petite phrase toute simple, mais c'est vrai que c'est vraiment la dissipation, c'est le nerf de la guerre de la fabrication d'un projecteur muséographique. Si les pistes qu'on va vous donner, c'est déjà un point principal, c'est la dissipation. Si vous avez un projecteur qui est mal dissipé, vous allez avoir de gros ennuis. Donc savoir comment sont fabriqués ces projecteurs. Est-ce que votre fabricant a un logiciel qui lui permet de faire ça? Certains en ont, d'autres pas. Et vous avez d'autres écoles, c'est-à-dire que vous partez du principe que je m'improvise fabricant de projecteurs muséographiques. Je peux très bien aller sur Internet et acheter juste un dissipateur thermique, parce que je sais qu'il me faut un dissipateur, d'acheter une LED. Peu importe si le couple ou le mariage va se faire, peu importe pour moi, je vais la coller dessus et puis voilà. Et je vais faire un projecteur autour d'une carcasse et je vais le vendre comme ça. Vous allez regarder le projecteur et vous allez vous dire, bah, il a un dissipateur, une LED, je l'allume, il fonctionne correctement. Sauf qu'au bout de quelques mois, bah, ça va mal se passer. Et pour le coup, là, vous allez avoir des soucis, des dérives chromatiques, vous allez avoir des projecteurs qui vont devenir bleu, vert, dans tous les sens. D'où l'intérêt aussi de demander à vos fabricants comment ils conçoivent et avec quel logiciel, parce qu'on ne peut pas aussi de la même manière s'improviser fabricant. Voilà. Pour justement avoir des durées de vie intéressantes et puis une réduction de la dérive chromatique, les fabricants peuvent choisir, comme nous l'avons fait, de faire fonctionner les LED en dessous des caractéristiques données par les fabricants de LED. C'est-à-dire que par exemple, la LED qui est dans ce luminaire, celui qui est sur la table, fonctionne à une température de jonction de 55 degrés, c'est ça? À 30 degrés ambiant. Ah, la température de jonction, c'est la température qu'il y a entre les deux plaques de semi-conducteurs dans la LED. Voilà, donc nous, on avait mis au point, fut un temps, un système qui nous permettait de la mesurer de façon électronique. Bon, je ne sais pas si tout le monde est capable de faire ça. Enfin, je pense que par calcul, en mesurant la température sur le circuit, on arrive à remonter au niveau de la jonction. Mais en tout cas, pour ce qui est de notre appareil, il fonctionne à 55 degrés de température. Il y a d'autres appareils où vous ne mettrez pas la main sur le luminaire lui-même. Hein, donc, c'est intéressant. Donc voilà, la dérive chromatique. Tout à l'heure, je vous parlais des ellipses de macadam. C'est bien de faire un tri et d'acheter un luminaire avec un tri de faible. Pour autant, ça c'est le fabricant de LED, mais la mise en œuvre de cette LED dans le luminaire, ça c'est la responsabilité du fabricant de luminaire. Et si la dissipation ne se fait pas, n'est pas calculée, n'est pas étudiée correctement, la LED ne va pas rester dans son ellipse. Elle peut tout simplement partir et dériver. C'est ce qui est arrivé aux lampes Sora dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, Sora est un exemple, il y en a d'autres. L'idéal, voilà, c'est de faire fonctionner les appareils, les LED à des températures qui feront qu'elles ne dériveront pas ou très peu. D'où l'intérêt, comme on vous explique, l'ellipse de macadam, en sortant, vous direz, bon, maintenant je sais qu'il faut que je prenne 1, 2 ou 3 au pire. Donc, mais il ne faut pas s'arrêter non plus à ça, à se dire, maintenant je prends la fiche technique du projecteur et je sais qu'il est en ellipse de macadam 3. C'est la donnée du fabricant de LED. Après, c'est pour ça que là, il faut creuser un petit peu pour savoir comment elle est mise en œuvre à l'intérieur du projecteur. Parce que c'est juste un constat. La LED, elle est faite, elle est triée, elle est en step 2 ou en step 3. Mais si vous ne la mettez pas en œuvre correctement, vous êtes en 1 ou en 2 et la chaleur va arriver et vous allez dériver tout de suite. Et ce que vous ne vouliez pas va arriver, c'est que pour le coup, vous avez pris un projecteur avec un step 1 ou 2, enfin équipé d'une LED step 1 ou 2, mais elle va chauffer parce qu'elle est mal mise en œuvre. Et puis vous vous retrouvez avec quelque chose qui va virer. Donc il faut être prudent. Pour les durées de vie, ça c'est une information que vous trouvez sur les fiches techniques normalement des fabricants. Il faut toujours vérifier ce point. Et il y a une petite chose auquel il faut faire attention. Donc, associé, vous avez une durée de fonctionnement. En fait, il faut prendre cette partie-là. C'est celle qu'on trouve généralement. Donc, une durée en heures de fonctionnement suivie de cette information, L80. Souvent, ça peut être L70. Bon, peu importe. De toute façon, ça veut dire qu'on a 80% du flux initial au bout de ces 80 000 heures de fonctionnement. Le chiffre ici peut être différent, évidemment. Mais ici, par exemple, on fait apparaître une information sur les défaillances des appareils. Défaillance, ça veut dire LED cramé ou LED en dessous des 80% du flux initial.
Cette information, elle est souvent donnée comme ça, mais elle peut être donnée comme ça, puisque la norme autorise le fait de ne pas faire apparaître le taux de défaillance. Dans ce cas-là, il faut partir du principe qu'on est en 50, B50. Ça veut dire qu'au bout des 80 000 heures, vous aurez effectivement 80% du flux résiduel, mais que 50% des LED seront défaillantes. Donc soit en dessous du flux, soit cramées. Donc il faut faire attention à ça, parce que quand vous faites des calculs, 50%, c'est quand même... Donc, si vous le demandez, si vous ne voyez pas sur la fiche technique, vous savez pertinemment que de toute façon, ça sera du B50. C'est-à-dire que vous savez pertinemment que vous allez voir la moitié de votre parc qui sera totalement mort ou qui sera défaillant dans la durée donnée. Donc là, on est sur du 80 000. Ça peut arriver, la plupart du temps, on est sur du 50 000. Quand vous allez tomber sur une fiche technique où ce n'est pas donné, l'information, vous vous retrouvez surtout sur du 50 000. Et si vous n'avez pas l'information, déjà, posez-vous la question pourquoi le fabricant n'a pas donné l'information. Déjà, c'est le plus important aussi. Voilà, parce que sinon, voilà. C'est directement lié à la thermique, hein, tout ça, hein, toutes ces informations. Hein. Il suffit de faire chauffer un peu plus ou demander un peu plus de flux d'une LED en la boostant un petit peu au niveau électrique pour faire chuter la durée de vie, faire augmenter sérieusement le taux de défaillance. Donc voilà, je reprends mon exemple tout à l'heure. Si je m'improvise, moi, fabricant de projecteurs Muséo, sur mon coin de table, il est certain que je serais incapable de vous donner un taux de défaillance parce que je n'ai pas de quoi vous le calculer ou vous le donner. Donc nécessairement, ma fiche technique, quand je vais vous la donner, cette information-là, elle n'existera pas. Donc si vous êtes au courant, si vous avez l'information en tête, vous savez qu'il ne faut pas acheter chez moi. Voilà, c'est simplement ça. Pour le rendu des couleurs sur un luminaire, évidemment, c'est très important. Nous avons fait le choix avec un certain nombre de fabricants qui sont présents sur le salon, de privilégier la fidélité de la lumière, c'est-à-dire de faire en sorte que la lumière produite par un luminaire n'aille pas transformer le tableau ou les couleurs du tableau. Donc on privilégie chez nous la fidélité. Auparavant, cette information, on ne pouvait pas la mesurer, on ne pouvait pas la quantifier, puisqu'on avait en gros deux systèmes de calcul du rendu de couleur. Le premier, qui est d'ailleurs toujours utilisé, on l'utilise encore même dans nos fiches techniques, on le donne également, c'est le RA, indice de rendu de couleur basé sur RA. Il était basé sur 8 échantillons de couleurs, qui sont les 8 premiers là, et qui n'intègrent pas le rouge, R9. La LED, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un rayonnement bleu ou ultraviolet, donc c'est assez compliqué de faire du rouge. Il y a quoi ? C'est bien de le dire à la fin, Boris. Oui, mais je sais pas. Ah si, là, d'accord. Voilà, merci. Donc ce rouge n'était pas intégré dans le calcul moyen du RA, celui que tout le monde utilise. Donc un certain nombre de fabricants vous disent ouais, super, j'ai un super rendu des couleurs à 95, sauf que le 95 sur le R9, on se trouvait à 30. Quand vous éclairez un tableau avec un luminaire avec un R9 à 30, il n'y a plus de rouge. Hein. C'est bizarre. Hein. Bon, pour pallier à ça, il y a une autre façon de calculer qui a été développée, le RE, c'est-à-dire cette fois-ci basé sur 15 échantillons. Il y a très peu de sociétés qui le donnent. Bon, c'était toujours mieux puisque ça intégrait le rouge. Et puis, pour pallier à un certain nombre de difficultés de rendu sur des échantillons qui n'étaient pas saturés, il a été inventé le TM, en 2015, ça c'était la première version, il y a depuis le 18, puis le 20 maintenant, qui utilisait 99 échantillons pour faire la moyenne du rendu de couleur, et le résultat était donné ici. En bas, vous avez la fidélité de la lumière, c'est-à-dire en fait la moyenne de toutes ces couleurs, du rendu de toutes ces couleurs, et dans l'autre sens, l'échelle de saturation, puisque les LED peuvent saturer ou désaturer la lumière qu'elles produisent. C'est très utilisé d'ailleurs justement pour les magasins. Donc on va retrouver dans les magasins des LED qui vont peut-être accentuer le bleu quand on est sur le rayon poissonnerie, le rouge dans la boucherie ou le jaune dans les boulangeries. Donc du coup on peut très bien se situer au-dessus du 100.
certains y sont. Bon, c'est à dessin, c'est fabriqué spécialement pour certains magasins, pour les fringues également. Hein. On va aller rendre un jean un peu plus chatoyant, un peu plus bleu. Ben, c'est pas grave, c'est fait exprès, c'est fait pour vendre. Dans un musée, c'est pas tout à fait ce qu'on recherche. Donc, nous, nos clients nous demandent de faire des choses avec le maximum de fidélité possible. Voilà, on va se situer. Donc, idéalement, il faudrait se situer là dans la pointe. Je ne connais pas encore de lettres qui puissent y aller. Peut-être que ça viendra. Hein, donc, un indice, une fidélité, un rendu de couleur à 100%, et puis surtout une saturation qui a sens, c'est-à-dire qui ne sature pas ou qui ne désature pas. Il faudrait que les 99 couleurs soient à fond. Il faudrait que ça soit entièrement plat, en fait. Voilà. Donc là, je vous ai fait un autre tableau qui va vous montrer et comparer deux systèmes. Alors cette fois-ci, on n'est plus sur le 15, mais sur le TM3018. Donc la version 2018, il y a celle la plus récente 2020 qui existe, mais qui va intégrer des informations sur la couleur de la peau, bon, qui ne nous intéresse pas trop dans la muséographie. Ici, vous avez la représentation vectorielle du spectre chromatique du spot. Donc vous avez deux cercles. Le noir qui est le cercle rond parfait, qui est la représentation du corps noir, on va dire, quasiment. Hein ? L'illuminant de référence, donc la lumière parfaite, on va dire. Et puis ce que donne le spot quand il est mesuré. Donc ici, par exemple, on voit qu'il désature très légèrement la lumière dans ces zones verdâtres ici, et puis qui va saturer légèrement la lumière ici dans la partie bleue. Ce disque-là est divisé en 16 secteurs qu'on va retrouver ici, 16 couleurs. La fidélité, c'est donc la moyenne du rendu des couleurs sur les 99 échantillons qu'on a vus tout à l'heure. Et le RG, c'est le gamut, c'est-à-dire la saturation. On voit que la saturation est à 101. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'idéalement, il faudrait être à 100. Bon, 101, ça ne change pas grand-chose. Mais ça, c'est une valeur moyenne. Ici, on voit pour chaque couleur ce que ça va donner réellement. Donc on va saturer, désaturer. Bon, inutile de vous dire que le spot qui est mesuré est plutôt de bonne qualité. Bon, c'est un appareil à nous, mais bon, il est plutôt effectivement très bon. On le retrouve ici d'ailleurs, on voit qu'il est quasiment dans la flèche. Ici, vous avez la même chose qui a été faite avec un Color Flow. C'était un spot d'un de nos partenaires, mais qui est fait en RGBW. Ce n'était pas un appareil qui est fait pour éclairer de la muséographie, mais c'était pour vous montrer ce que ça peut donner au terme de dérive, de saturation de la couleur. Comme il est RGB, forcément, on va saturer très fort les rouges, les verts, les bleus à l'extrémité. Et on va voir qu'on est en train de saturer sur l'échelle. On sature très fortement les couleurs et on est très très mauvais en indice de fidélité en termes de rendu des couleurs. Voilà. Donc c'est pour vous montrer deux choses. Ce qui fait notre métier chez nous, c'est-à-dire la fidélité de la lumière, ça peut correspondre à un besoin d'éclairer différemment, peut-être de rendre plus chatoyant des toiles en poussant un peu les couleurs d'origine. En trichant un peu, en fait, on va faire apparaître des teintes alors qu'elles n'existaient pas à ce point-là dans une œuvre. Bon. Les deux se discutent. Pour le moment, nos clients nous demandent celle-là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition pour y répondre. Pas de questions ? C'est super, on a été clair. Et pour vous ? Je voudrais juste mettre un dernier petit point sur dans les informations extrêmement simples à retenir quand vous faites des investissements sur des projecteurs muséaux, sur le point de la garantie. Il y a des garanties qui vont de 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Il y a une information extrêmement simple à avoir, c'est la température à laquelle le fabricant va prendre cette garantie-là. Vous avez la moyenne, la norme, c'est le projecteur doit être garanti à 25 degrés de température ambiante, c'est-à-dire que le projecteur il va être mis au plafond, vous allez l'installer et le fabricant va le garantir si vous ne dépassez pas 25 degrés de température ambiante au plafond. Entre nous soit dit, si vous mettez plein de projecteurs au plafond, même si c'est les projecteurs LED, vous aurez toujours plus de 25 degrés de température. Donc autant vous dire que si un fabricant vous dit que c'est 25 degrés de température ambiante pour une garantie de X années, cette garantie-là ne tiendra pas. Donc
Il faut demander, d'accord, garantie 10 ans, 12 ans, 25 ans, le temps que vous voulez, mais à quelle température ? Parce que si vous vous basez juste sur 25 degrés, vous savez très bien que cette information-là est importante pour vous. Ça veut dire qu'il va y avoir un sérieux problème. Donc certains fabricants vont pousser à 30, 35, 40. Et là c'est des températures qui sont acceptables. Voilà. Donc, voilà. Et on le loue le week-end, si vous voulez, pour les fêtes de famille, les bar mitzvahs, les baptêmes. Quoi, les cons, il n'y a pas... Non. Merci de vous être déplacé. C'était gentil comme tout. Voilà. Merci.